Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va parler de Facebook et Messenger qui fusionnent et ne font plus qu'un. C'est juste après l'intro, c'est parti. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis avec Margot. Salut Margot, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très bien, Et merci. happy birthday. Merci beaucoup, merci beaucoup. Aujourd'hui, du coup, je t'annonce rapidement le programme, je mets ça sous les yeux. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un article de Numérama, Facebook qui fusionne avec Messenger. Donc voilà, on a connu un peu les deux, hein, celles et ceux qui ont connu Facebook ont probablement connu la période où tous les messages étaient inclus à l'intérieur. Ils l'ont séparé, je crois que c'était en 2014, je sais plus, c'est dit dans l'article. Bref, en tout cas, ils reviennent là-dessus. Il va y avoir une fusion, on va en parler tous ensemble. Ensuite, on va parler de Spotify. Donc Spotify qui en fait va revoir son application, beaucoup de refontes, pas mal de choses qui vont changer, et qui de plus en plus prend les codes, on va dire, je dirais, d'un réseau social à part entière, et notamment la TikTokisation qu'on voit depuis pas mal de temps, ils vont faire à peu près pareil, donc on en discutera. On fera une petite pause pour discuter d'un retour d'expérience de Margot qui est présente avec moi aujourd'hui sur un événement donc voilà, voilà, tu peux en parler vite fait, Margot, peut-être. C'est une conférence chez French Product de hier et en fait c'est pour expliquer comment gérer les équipes commerciales qui vendent un produit. Donc on est sur le mode produit, qui vendent le produit, et de l'autre l'équipe qui fait l'application, comment ces deux mondes peuvent coexister et sans les frictions et comment les différentes de vision du produit en fait. Ok, alors on en parlera du coup juste après cet article. Après on enchaîndonc du coup avec un article du blog du modérateur et Figma qui lance Creator Tools. Alors on le savait déjà un petit peu, ça avait été plus ou moins annoncé, mais du coup Figma en fait, donc l'outil de design qui vous permet en fait d'avoir une partie, une page en fait que vous pouvez exposer avec vos projets, etc. Et donc là vous pouvez mettre à disposition évidemment des ressources auprès de la communauté. Et désormais, vous allez pouvoir être rémunéré pour tout ce que vous faites. Donc voilà, on en parlera. Et ensuite, ces deux derniers, je les garde pour la fin. Donc il y en a un, c'est une ressource accessibilité qui est plutôt intéressante que je vous décrirai. Et ensuite, on va parler de YouTube également qui supprimerait certaines bannières. Donc ça va dépendre après aussi au niveau du temps. Sinon, je brosserai ça de façon un peu plus rapide. Voilà, les amis, on peut commencer rapidement. Alors juste avant de débuter, Margot, je crois, alors attends, t'es sur une scène, attends, on va faire un petit réglage. En fait, est-ce que tu peux changer ta scène? Là, t'en as une normalement avec les textes, normalement sur le pad, tu dois avoir exactement la même, mais sans les... Vas-y, fais des tests jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne. En fait, tu dois avoir un équivalent de... Ouais, là t'as les trois. Et ensuite, est-ce que t'en as pas en dessous de ton pad? J'ai moi, dual et screen. Eh ben, fais moi, mais avec ceux du bas plutôt, parce qu'en fait, là... Ah, et avec... Ah, voilà, c'est ça. Parfait. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a les deux... si tu veux, il y a l'équivalent des deux scènes, sauf qu'il y en a une où il y a le chat et l'autre pas, et du coup, on le voyait sur ta caméra, c'était pas ouf. Voilà, c'est les détails techniques, tu connais, on est en direct. Allez, on est parti les amis. Ce que je te propose, je lis rapidement l'article et puis on en débat juste après. Évidemment, n'hésitez pas. Coucou Olivier, pardon, j'ai vu que t'étais là. J'ai eu peur Olivier, mercredi, je t'ai pas vu. La semaine dernière, sache que voilà, on n'a pas streamé tout simplement parce que j'étais malade. Comme tu le sais, j'avais les dents de sagesse et en plus de ça, j'ai chopé la grippe. C'était pas terrible comme combo, donc j'étais arrêté pour la semaine. Mais là, tout reprend de plus belle. On reprend notre rythme. Alors, je commence du coup rapidement avec cet article. N'hésitez pas à réagir, les amis, et on reviendra également sur vos commentaires. Donc, premier article de Numérama. Numérama qui nous annonce que 10 ans après, donc c'est bien ça, ça devait être, je pense, en 2014, quelque chose comme ça. Facebook réalise qu'enlever Messenger de son app était une bêtise. J'étais occupé. Ah, ok, Olivier, pas de soucis, t'inquiète pas. OMGG. Non, mais ne t'inquiète pas, c'est juste que j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, peut-être qu'il a cru qu'on avait arrêté, alors que non, pas du tout. Hello Irlad, coucou à toi, bienvenue ce matin sur cette matinale. Alors Facebook du coup, je lis rapidement l'article. Il n'est jamais trop tard pour rétropédaler. Pratiquement une décennie après avoir séparé Messenger du réseau social sur mobile, Facebook s'aperçoit manifestement que ce n'était pas l'idée du siècle. En tout cas aujourd'hui, le site communautaire prépare le terrain pour réinstaurer Messenger dans l'application mobile de Facebook. Alors dans un billet
de blog publié le 7 mars, Tom Allison, le patron de la division Facebook, a tracé les lignes de l'avenir de la plateforme et au détour d'un long développement, le responsable a ouvert la voie à un retour de la messagerie instantanée dans l'application principale. Il n'y aurait plus besoin à terme d'avoir 2 applications distinctes dans le téléphone. Donc ça, je ne sais pas si certains d'entre vous, si tout le monde l'a connu ou pas, mais effectivement, au tout début, tout était intégré dans Facebook et ensuite l'appli Messenger, la partie Messenger avait pris tellement d'importance et de place qu'ils avaient jugé beaucoup plus opportun, on va dire, de séparer les deux et de vraiment laisser vivre Messenger à part entière. Et moi, je sais qu'à titre personnel, par exemple, j'utilise beaucoup Messenger pour communiquer notamment avec mes proches, mais pas tellement Facebook. Donc voilà, aujourd'hui, je vais être obligé de revenir sur Facebook. Je pense que c'est stratégique et c'est plutôt intelligent. Ensuite, donc apparemment, la concurrence féroce de TikTok qui inclut toutes ces fonctions en un seul et même endroit, du visionnage des vidéos à la messagerie interne, constitue la raison centrale de ce revirement. Chez les jeunes générations, l'appli d'origine chinoise écrase tout sur son passage. Les services rivaux comme Facebook ont toutes les difficultés du monde à demeurer attractifs. Et donc il y a une citation: nous constatons que de plus en plus de personnes se tournent vers la messagerie pour créer une communauté. Fin de citation. Et donc c'est une citation de Tom Allison. En 2023, nous mettrons au point d'autres moyens d'intégrer les fonctions de messagerie dans Facebook. Nous voulons qu'il soit facile et pratique de se connecter et de partager, que ce soit dans Messenger ou directement dans Facebook. Et alors, les derniers paragraphes de cet article, il est à se demander si cette promesse de réunification n'est pas en fin de compte un peu trop tard. Donc voilà, ça questionne un petit peu là sur l'avenir de Facebook. Est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse, etc. Facebook s'efforce de suivre le tempo imposé par TikTok. Il a par exemple déployé des Reels partout, des vidéos verticales à la durée courte qui prennent le concept de TikTok, y compris sur ses filiales, quitte à agacer sa communauté. Une phrase d'ailleurs est symptomatique de la situation. Bon, j'aime pas trop ce dernier paragraphe, enfin, je vous le cite, mais à prendre avec des pincettes, ça fait un peu Gossip Girl là je trouve. Une phrase d'ailleurs est symptomatique de la situation que vit le réseau social. Longtemps ultra dominateur, dès les premières lignes, Tom Allison déclare que Facebook démarre l'année sur les chapeaux de roue. Contrairement à ce que l'on dit, Facebook n'est ni mort ni mourant, mais bien vivant et prospère, le genre de formule que l'on entendrait justement d'un mourant. Voilà, là c'est vraiment l'épisode Gossip plus. Mais je pense que il serait, il est plutôt, il serait, je dirais, on serait de mauvaise foi de dire qu'en ce moment, je pense que Facebook n'est pas non plus ultra dominateur par rapport à certains de ses concurrents comme TikTok ou Instagram qui vraiment poussent à fond. Instagram bien instauré déjà et TikTok qui défonce tout. Hello Sophie qui est présente, coucou à toi. Voilà, donc Margot, qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'as connu la période où on avait où on avait Facebook directement intégré? Moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, je connais. Ah ouais, voilà. Donc, ok. Ouais. Mais toi, tu l'as connu parce que tu dis on ne fait pas Gossip Girl. Donc, je pense que les jeunes ne diraient pas ça. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'ils diraient aujourd'hui, mais parce que là, j'ai plus de ref cinématographique, mais voilà. Donc, du coup, réintégration, est-ce que pour toi c'est stratégique ou pas? Moi, je pense que c'est plutôt intelligent parce que comme je te l'ai dit, à titre personnel, j'utilise Messenger, mais pas forcément Facebook. Et là, ça va m'obliger à revenir et donc peut-être me tenter à aller poster quelques trucs sur Facebook, tu vois. Ouais. Moi, je pense que Facebook a été un peu tiraillé sur la prise de décision de dire ok, TikTok c'est un réseau de jeunes et nous, nos utilisateurs, c'est plus des plus de 30 ans. Et donc, est-ce que. Des vieux, dis-le. Ouais, bon, on va pas dire vieux parce que c'est pas. On a plus de 30 ans, donc on peut dire qu'on est vieux, c'est bon. C'est pas une insulte. Non, de toute façon, il y a pas de. Mais je pense que peut-être que que Facebook voulait dire les jeunes, ils vont sur TikTok, ils ont leur propre code et nous, on va créer nos propres codes sur des utilisateurs un peu, qui n'ont pas les mêmes pratiques en fait, tout simplement. Et je pense que c'est un fait. Tu vois, la preuve, toi, tu utilises Messenger et tu l'utilises quotidiennement, alors que peut-être que les utilisateurs de TikTok, eux, c'est pas la même pratique. Ouais. Donc en fait, ça dépend les personas que tu veux attraper et que tu veux garder, parce que c'est pas que la majorité la majorité des jeunes vont sur TikTok, que tu peux pas faire du business avec d'autres utilisateurs sur Facebook. Tu vois, chacun a
à ses utilisateurs et ses personas. Donc les personas, c'est les types d'utilisateurs que tu as. Donc moi, je pense qu'ils ont un peu essayé de se chercher, puis en fait, ils voient que toutes les pratiques commencent à changer et ils ont été juste un peu en retard sur les prises de décision. Olivier a réagi à ça, il disait que Facebook Messenger avait été créé pour concurrencer entre guillemets les messageries concurrentes, dont WhatsApp, donc réintégrer montre que ce n'est pas si bon au final. Donc voilà. De toute façon, après, un produit, ça évolue. Facebook, ça a plus de 10 ans et c'est normal que le produit, il évolue, il fait des rétropédalages, ils font des tests. Moi, qui suis dans le produit, c'est normal qu'il faut confronter des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles pratiques aux utilisateurs pour voir comment ça réagit et en fonction, tu t'adaptes. Oui, c'est ça. Je pense que c'est les usages, tu vois, parce que effectivement, comme disait Olivier, c'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, l'enjeu de la messagerie instantanée était énorme. On découvrait tout le côté rich text avec la possibilité de partager des vidéos, des liens, des choses comme ça. Donc là, c'était un peu la guéguerre. Et aujourd'hui, tu vois, typiquement, les Reels, les vidéos courtes comme ça où tu swipes, ça, c'est quelque chose qui est apparu avec TikTok depuis pas si longtemps que ça. Et hop, tous les usages ont changé, donc d'autres enjeux, et donc on évolue, tu vois. C'est un peu le. T'es obligé de t'adapter aussi à la population, entre guillemets. Après, moi, je me suis posé une question. C'est. Mais bon, moi, je cherche toujours un peu la petite bébête. Mais est-ce que ça coûte pas plus cher aussi à Facebook d'entretenir, tu vois, deux applications? Parce que ça fait deux fois deux équipes. Est-ce que du coup, de réunifier, de fusionner, c'est pas aussi quelque chose qui leur permettrait de maîtriser un peu plus leurs coûts? Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a certainement de l'usage, de l'évolution de l'usage des personnes, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi ce petit côté-là de te dire tu as besoin peut-être potentiellement de moins gérer, d'avoir moins de personnes puisque tu as tout qui est intégré, quoi, tu vois. Hello Stocky, coucou à toi. Je ne sais pas. Voilà, bon, c'est une question. Moi, je suis pas gestionnaire, hein, mais je me suis dit peut-être que voilà, en termes d'équipe, ça pourrait permettre effectivement de limiter les coûts. Mais je pense que c'est quand même plus de l'ordre effectivement des usages qui évoluent. Stocky qui met: je pense que la réintégration au sein de l'app ne va pas changer le cloisonnement en termes d'app derrière. Ok, donc de ton point de vue, tu penses qu'effectivement il n'y a pas cette notion d'optimisation des coûts, c'est-à-dire qu'il y aura toujours quand même du gros boulot, même si c'est une feature. C'est possible. Mais encore une fois, je suis assez d'accord. Je pense que c'est une question que je me suis posée, mais dans tous les cas, je pense que c'est aussi très très lié aux usages. Irlad qui dit: est-ce qu'il n'aurait pas dû merger les apps plus tôt après avoir racheté WhatsApp? Bonne question. C'est-à-dire qu'en gros, tu aurais fusionné par exemple WhatsApp et Messenger ensemble, ou comment t'aurais vu ça? Merci de capter mon message qui ne veut rien dire. T'inquiète pas, Stocky, j'essaye de décrypter au fur et à mesure. Ouais, je traduis. Je sais pas. À mon avis, Messenger et WhatsApp sont déjà unifiés en termes de protocole derrière, certainement. Techniquement, et Insta aussi. Oui, probablement. Voilà. En tout cas, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a mis un petit coup de vieux. Je me suis rappelé vraiment de cette période effectivement où on avait scindé les deux. Scindé en deux. Après, l'avenir de Facebook, toi Margot, je sais pas comment tu le vois, parce qu'aujourd'hui, moi à titre personnel et pourtant trentenaire, honnêtement, j'ai rien à y faire sur Facebook, mais vraiment. Ouais, franchement, moi tu vas me bâcher, mais moi je l'utilise comme fil de veille en fait. Genre toi je devrais utiliser Twitter, mais en fait je sais pas pourquoi non, mais y a pas de. Je vais mettre, j'ai beaucoup de news en fait quand j'y vais, c'est vraiment pour faire de la veille. Moi les gens mes amis, ils postent plus rien quoi. Du coup, donc après, je pense, comme je disais, ça dépend des utilisateurs, parce que j'entends des fois des business qui mettent beaucoup d'argent sur des ads sur Facebook parce que ça leur apporte beaucoup d'argent. Donc après, je pense que ça dépend vraiment. Oui, honnêtement, moi, Facebook, à terme, je l'utilise plus. Messenger, j'ai des groupes avec des amis. Si le peu de news que j'ai, je vais les partager via Messenger parfois. Mais je pense que ça dépend. Il y a des business. De toute façon, il n'y a que des études. En fonction des études, il y a des business avec qui Facebook, ça rapporte de l'argent. Ok.
Ouais, non, mais de toute façon, il est probable, de toute façon, s'il y a encore des gens qui mettent de l'argent dedans, c'est que probablement que ça leur apporte quelque chose, hein. Olivier qui met, je n'utilise ni l'un ni l'autre, donc ça ne me change pas tant. Eh ben écoute, tant mieux, ça va pas t'impacter. Irlad qui met, après avoir acheté WhatsApp, ils ont gagné le marché des messageries instantanées, donc pas d'intérêt à garder les apps Facebook plus Messenger séparés. C'est fort possible, mais il y a quand même, à aujourd'hui, même si WhatsApp, évidemment, en termes de messagerie instantanée, c'est beaucoup d'utilisation, particulièrement dans d'autres pays. Tu vas en Espagne, ils sont tous sur WhatsApp. Tu vas au Maroc, pareil, ils sont tous sur WhatsApp. Notamment parce que je crois qu'en Espagne, ils n'ont pas les textos gratuits, il me semble, et c'est pour ça que ça s'est vachement développé. Enfin, pas gratuit, mais illimité, comme nous. Il me semble qu'il y a une raison comme ça, mais par contre, tu peux pas. Enfin, Messenger, c'est quand même hyper utilisé, je pense aussi aujourd'hui. Il faudrait consulter les stats. Et je sais pas si. Est-ce que les gens sur Messenger se rabattraient tous sur WhatsApp s'ils mergeaient les deux. J'en sais rien. Mais effectivement, après, ça leur fait plus de boulot d'entretenir le tout, ça c'est clair. Voilà, bah écoutez, c'était la première actu les amis, je vous propose qu'on enchaîne tout simplement parce qu'on a beaucoup d'actu. On va enchaîner du coup avec la deuxième actualité qui est une actualité de siècle digital qui nous parle de Spotify, donc celles et ceux qui utilisent peut-être Spotify pour la musique. Spotify revoit son application en s'inspirant de TikTok. Alors je lis rapidement et puis on réagit, n'hésitez pas à mettre vos réactions dans le chat et puis je reviendrai dessus. Spotify vient de dépasser les 500 millions d'utilisateurs. Qui viennent de dépasser les 500 millions d'utilisateurs, a décidé d'agir face aux nombreuses critiques des artistes. Jugée encombrée, la plateforme ne mettait pas suffisamment en avant de nouveaux créateurs. Face à cela, elle lance des flux Discovery. Ok. Placés au-dessus de 6 contenus favoris de l'utilisateur sur la page d'accueil, les flux sont accessibles via des onglets baptisés musique, podcast et audiobook. Lors de l'ouverture de l'un d'entre eux, l'application propose du contenu vidéo en défilant du bas vers le haut, un fonctionnement similaire à celui de TikTok. Alors je rappelle pour le contexte que Spotify a déjà intégré la notion de vidéo, tout simplement parce que récemment, typiquement, si vous allez dessus, vous pouvez suivre des podcasts avec de la vidéo. Il y a Lena Situation, par exemple, qui fait son propre podcast avec une fonction vidéo, et donc vous pouvez regarder sur Spotify vraiment comme de la vidéo, comme sur YouTube. Donc la partie vidéo n'est pas quelque chose de tout nouveau pour eux, c'est quelque chose qu'ils commencent déjà à maîtriser. En revanche, là où il y a de la nouveauté, c'est qu'il y aurait effectivement cette idée de flux qui serait plus ou moins comme TikTok, de la vidéo que vous défilez, dans un but d'aller découvrir en fait de nouveaux artistes et de permettre en fait à des artistes d'émerger. Donc vous voyez, il y a quelques captures ici, le flux Discovery, on peut voir un peu la tête que ça a. C'est vraiment un carré avec un petit border radius et poum poum poum, on fait défiler de haut en bas. Et puis après on peut consulter un peu les fiches des artistes, etc. Je continue donc la lecture. Ce format permet selon l'entreprise suédoise non seulement la découverte d'artistes, mais également l'augmentation du nombre d'écoutes, de partages, d'enregistrements et d'ajouts à des playlists. L'entreprise précise que l'intelligence artificielle proposant les flux se base sur les goûts et les humeurs des utilisateurs et non la tendance globale. C'est pas une personne par exemple qui va bien comment dirais-je, c'est pas parce qu'une personne, un titre va bien cartonner de façon globale qu'on va vous le pousser. On va vraiment, selon leur dire, en tout cas l'IA qui est derrière, va tenir compte de vos goûts et de vos humeurs du moment. Concernant les flux de podcasts et audiobooks, la proposition de contenu visuel... Allô ? Ouais, Margot ? Tu m'entends, Margot ? Non, excuse-moi, pardon. Ah ok, j'ai cru qu'il y avait un petit souci. C'est pas grave. Donc, concernant les flux de podcasts et audiobooks, la proposition de contenu visuel sera mise en avant. L'IA proposera des extraits audio de 60 secondes maximum, avec une retranscription, une durée et un format ressemblant une fois de plus au célèbre réseau social de ByteDance. Donc ByteDance, c'est le groupe qui détient TikTok. Les podcasts filmés pourront quant à eux être entièrement regardés depuis le flux de podcasts. Voilà, donc ils vont distinguer en fait la partie audio, musique on va dire, et la partie podcast. Les podcasts pourront être entièrement regardés quand ils apparaîtront dans votre flux. L'utilisateur pourra naviguer avec le son coupé et le réactiver en passant sur un contenu l'attirant. Ensuite, la question de la rémunération, pareil, qui est quelque chose
vachement d'actualité, hein. Beaucoup, de plus en plus de réseaux sociaux essayent je dirais, de revoir leur modèle économique parce que, comme on l'avait déjà dit, la publicité ne suffit plus et parce que aussi il faut attirer les créateurs de contenu qui sont finalement le pain béni et c'est ce qui fait que, voilà, que ça va attirer des utilisateurs. Plus il y a de gens qui créent sur votre plateforme et mieux c'est. Donc on essaye de les appâter avec d'autres modes de rémunération. Donc, outre les changements d'interface, Spotify ajoute des fonctionnalités pour étendre les leviers de rémunération des créateurs. Ils pourront désormais indiquer à leurs auditeurs quand et où ils seront en concert directement sur leur page. Les utilisateurs seront redirigés vers un lien de billetterie lorsqu'ils cliqueront sur une date. Les artistes auront aussi la possibilité de vendre des produits dérivés depuis Spotify. En plus de cette ribambelle d'annonces, Spotify a dévoilé un partenariat avec le site Patreon. Donc Patreon, si certains ne connaissent pas, dans l'idée, c'est un site sur lequel vous pouvez créer un compte en tant que créateur de contenu et vous proposer à votre communauté en fait de prendre un abonnement régulier. Donc par exemple, je sais pas moi, $1 par mois, €1 par mois, 5 € par mois. Et moyennant ça, en fait, vous leur donnez accès à du contenu, voilà, du contenu un peu premium en fait, auquel il n'y a que eux qui auront accès, quoi. Et ça permet de vous soutenir. Donc, partenariat avec Patreon, les utilisateurs ayant financé un artiste sur Patreon auront accès à du contenu premium directement sur la plateforme de streaming. Toutes ces modifications incitent les artistes à davantage travailler leur univers Spotify. S'ils veulent être recommandés par l'IA, ils devront réaliser des clips, des interviews dédiés sur la plateforme. Dernière petite chose avant de réagir là-dessus, cette nouvelle mise à jour provoque déjà des réactions contrastées sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs reprochent la TikTokification des applications. Pour le moment, déployée par vagues sur les applications mobiles, cette mise à jour arrivera plus tard sur les autres appareils. Voilà un peu pour cette actualité. Margot, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es utilisatrice déjà de Spotify ou pas du tout? Oui, Ok. oui, j'utilise Spotify. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses du coup de cette, je dirais, voilà, socialisation? Ils essayent vraiment de pousser maintenant les créateurs à créer tout un univers, à faire de la vidéo, etc. À la manière d'un réseau social finalement. Mais en fait, je vais dire que pour moi, je trouve que ça brillant dans le sens où ça permet en fait à Spotify de se démarquer de ses concurrents. En fait, ça apporte quelque chose une expérience utilisateur différente d'Apple Music, de Deezer. Et ça permet vraiment de créer une communauté et de faire en sorte que les utilisateurs en fait, et ses amis utilisent cette même application. Parce que ça m'avait déjà marqué en fin d'année. Ils ont fait dans tous moi j'utilise Instagram et sur tous les feeds d'Instagram, les stories, c'était Spotify avait fait le classement des 5 ou 10 musiques les plus écoutées de l'année, les types de musique, les podcasts. Et en fait, tout le monde avait partagé ça. Ouais. Ah, regardez, mon numéro 1, c'est bande organisée. Tu vois, genre, c'est la loose et tout. Enfin, tu vois, c'était. Déjà, j'avais trouvé ça pas mal parce que du coup, ça permet de faire de la pub gratuite et de dire ah mais ouais, après c'est cool parce qu'à la fin de l'année, je vais avoir ma data que je vais pouvoir publier et communiquer et du coup, ça donne envie d'avoir Spotify en fait. Parce que c'est un mécanisme communautaire en fait. Tu vois tous tes amis en train de publier et du coup, t'es pas dans le truc et du coup, tu vas rentrer dedans, quoi. Et déjà, ça m'avait marqué. J'ai dit, ah, ça, c'est pas mal parce que du coup, je suis allée sur mon Spotify. Et en effet, c'est bien, c'est vachement bien fait, c'est coloré, il y a les mots utilisés, c'est cool. Et je me souviens, du coup, tu le partages en fait. Les podcasts, je sais que beaucoup, je trouvais que pour les créateurs de contenu sur les podcasts, ils avaient ultra partagé ça aussi. Donc, je trouvais que c'était vraiment malin dans cette partie-là. Et là, ce qu'ils sont en train de sortir, je trouve que ça permet de... Je comprends, c'est-à-dire qu'un réseau social, son objectif, c'est que les utilisateurs, ils restent sur la plateforme. YouTube, c'est ça, son but, YouTube, c'est que les utilisateurs, on va leur pousser des vidéos pour qu'ils restent le plus longtemps sur la plateforme. Pourquoi Spotify dérogerait à cette règle? Et donc, même pour les partages, par exemple, moi, quand j'écoute des podcasts, ce que je fais, c'est pour le partager, je vais aller sur WhatsApp. Partager et donc je sors de l'application.
et après je vais faire autre chose. Ouais. Alors que là, si je peux partager, je peux créer du partage à l'intérieur de l'application, et ben en fait, je vais y rester et je vais consommer. Et puis après, voilà, je pense que ouais, les pratiques évoluent. YouTube le fait. Pourquoi Spotify ne le ferait pas alors que c'est quasiment la même chose, quoi. Même moi je pense à tous ceux qui sont un peu mélomanes, quoi, qui vraiment ont envie de découvrir des artistes, sont un peu pointus là-dessus. Je me dis que potentiellement ces gens-là vont vouloir découvrir en fait des nouveaux artistes, et comme ça d'avoir un flux qui te suggère des choses en fonction de tes goûts et tes humeurs, tu peux effectivement avoir cette feature, et ça peut te permettre effectivement de découvrir pas mal de choses que tu ne connaîtrais pas. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens aficionados de la musique que ça peut effectivement potentiellement intéresser. Ouais, typiquement, toi, je pense que tu fais pareil, parce que j'ai deux cas. Soit je sais exactement les musiques que je vais écouter, genre Ouais. je suis en mood, je vais écouter ce chanteur, mais sinon c'est playlist en Ouais, fait. bien sûr. Je mets une playlist de mon mood, chill ou un peu plus électro ou rap, et ben en fait j'ai pas envie de chercher l'artiste et les chansons. Je veux juste une bonne playlist qui correspond à mes goûts, et ça, je trouve que je l'avais pas retrouvé sur Apple Music. J'avais été assez déçue. Deezer pareil, et j'ai trouvé que sur Spotify, ça correspondait mieux. L'IA était mieux fait. Donc, découvrir des nouveaux artistes, je trouve que c'est là où ils sont malins, Spotify, parce que si les artistes y sont, les gens, ceux qui aiment vraiment la musique, ils vont vouloir y aller aussi. Ouais, bien sûr. C'est un ensemble de choses je trouve que c'est pour ça que je dis que c'est brillant dans ce sens-là. Non, clairement. Clairement, c'est un bon choix. Ça s'inscrit évidemment dans toute cette mouvance de. Ben voilà, ils sont pas trop cassés le bol pour ce qui est du flux, de dire ok, ben on va faire ce dont les gens sont habitués. Mais encore une fois, tout le monde crie au scandale que c'est comme TikTok, mais à la fois, si la pratique est comme ça, eux ils s'adaptent tout simplement. Hein. Si demain c'est la pratique, ça sera des messages, ou enfin je sais pas, les gens s'adapteront au fur et à mesure. Mais après voilà, c'est vrai qu'il y a cette notion de vidéo aussi qui apparaît de plus en plus dans Spotify, qui est c'est assez rigolo, parce que tu te dis, tu vois, typiquement les podcasts, moi je vois les podcasts de Lena Situation, en fait, tu vois pas la différence entre est-ce que si t'étais sur une vidéo YouTube ou si voilà, donc c'est vrai que des fois j'ai l'impression qu'ils vont quand même attaquer certains segments pour essayer d'aller grappiller encore d'autres utilisateurs. Donc voilà, du coup c'est vrai que tout le monde s'inspire de tout le monde de toute façon, j'ai l'impression. Donc, oui. Pour moi, c'est un peu Gossip Girl, comme tu dis. Le côté, ouais, il s'inspire de TikTok. Non, comme tu dis, il s'inspire pas de TikTok. TikTok, c'est pas eux qui ont décidé de faire ça. S'ils le font, c'est que ils ont de la data, ils font des expériences utilisateurs. Enfin, ils ont des armées d'équipes pour mesurer la psychologie et les pratiques, quoi. Ouais, donc s'ils le font, c'est que c'est comme ça que ça se fait aujourd'hui. Les pratiques évoluent et c'est normal. Bien sûr. Et ça vient pas de TikTok. Ok. Bon voilà, bah écoute, c'était une actualité que j'ai trouvée intéressante en tout cas. C'était un petit peu sur l'univers de la musique, mais je pense que pas mal de gens utilisent Spotify dans le monde du numérique. Ce que je te propose, c'est d'enchaîner du coup sur la partie suivante, et que tu nous fasses du coup ton retour d'expérience de ce que tu as vécu. Donc avant de te laisser la parole, je rappelle juste rapidement un petit truc, histoire que tout le monde soit bien au courant. La semaine prochaine, on a une interview du coup qui est prévue. On va recevoir du coup 2 personnes. On va recevoir Julien de chez Human Design, qui est donc une agence spécialisée design produit essentiellement, toulousaine, et également Fanny du coup qui est designer également, donc je pense qu'elle fait aussi pas mal de produits, et donc ils vont nous parler des illustrations système, qui est un sujet terriblement passionnant. Si jamais ça peut vous intéresser de vous améliorer, de gagner on va dire au niveau de la performance, et de vous optimiser sur comment designer vos applications, vraiment venez, je pense que ça va être une interview passionnante. Les illustrations système qui vont vous permettre, on va dire, de gagner en efficacité et en cohérence, un peu à la manière d'un design system classique. Là, c'est plus
plutôt porté sur la partie illustration. Et donc effectivement, ben voilà, je pense que ça va être terriblement intéressant. Julien et Fanny, on les accueille donc mardi 14 mars, 18h sur Twitch. Voilà, ça va être une interview qui sera évidemment retransmise sur notre chaîne YouTube. Pas de souci. Mais si vous venez en direct, je pense que vous pourrez poser vachement de questions et tout, donc ça va être méga intéressant. Je vous rappelle également, évidemment, qu'on est sur YouTube. Si vous tapez point d'exclamation YouTube dans le chat, vous aurez directement les liens. On a sorti une vidéo justement sur les design systems il n'y a pas très longtemps. On a reçu l'équipe Decathlon, l'équipe design system de chez Decathlon Technologies. C'était super passionnant et du coup, ben voilà, on a commencé à poster la première partie de cette interview. La deuxième arrive là d'ici quelques jours, ça va pas tarder. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà, suivez-nous sur Twitter et sur YouTube. Le petit instant pub étant passé, Margot, je te laisse la parole. Je voulais partager ce que j'ai entendu lors de la conférence parce que tu peux redire juste le nom du coup de la conférence. French Produit. French Produit Communauté. C'est la communauté numéro 1 du produit. Ok. Et donc là, c'est principalement des product owners, des product managers, des product designers. Donc c'est vraiment des personnes qui construisent le produit. Donc c'est plus du produit que du service. Donc là, on est vraiment dans le pousser au maximum un produit. Ok. Donc il n'y a pas vraiment de technique, de technique en termes de développement. Et là, c'était une boîte qui fait un logiciel RH. D'accord. Ils sont 400. Ils sont 400 personnes et ils vendent leurs outils un peu partout en Europe. Ok. Mais c'est une boîte française. Et en fait, elle expliquait que donc elle est head of product, donc elle gère. Il y a 4 produits, RH et elle en gère un. Et en fait, elle expliquait ce qui était intéressant que elle est arrivée dans cette boîte. Ils étaient 7. Ils étaient 7 et maintenant ils sont 400. Et en fait, elle expliquait que quand elle est arrivée, celui qui faisait le produit, c'était aussi celui qui codait, qui faisait le chef de projet et qui allait la vendre. Et donc, forcément, on va dire que une seule et même personne pensait le produit et reprenait les retours utilisateurs pour pouvoir vendre. Ok. Sauf que petit à petit, l'outil devenant plus grand, plus gros, c'était plus compliqué à gérer. C'est de plus en plus dur à gérer. Donc forcément, il y a eu du recrutement. Ils sont passés de 7 à 20, puis après de 40, et ainsi de suite. Et en fait, elle a vraiment vu le produit qui, en soi, restait le même. Mais les personnes, en fait, petit à petit, il y avait de plus en plus de couches, de plus en plus de postes. Avec des gens qui se spécialisent, du coup, j'imagine, qui sont vraiment spécialistes d'un créneau, d'une niche particulière, quoi. Exactement. Et en fait, finalement, plus tu es nombreux et plus tu perds en communication. La communication se perd. Bien sûr. De celui qui fait l'application à celui qui la vend. D'accord. Parce que celui qui la vend, c'est le commercial. Et celui qui fait, c'est le développeur, mais aussi le product manager, celui qui la conçoit. Et en fait, ces deux mondes, finalement, ça crée vraiment deux teams, en fait, qui avaient une vision différente du produit. Parce que le commercial, lui, ce qu'il veut, c'est signer des contrats, c'est vendre sa solution. Et donc, lui, pour vendre sa solution, il écoute son client. Et le client, c'est le dirigeant ou vraiment le responsable de la société. Sauf que c'est un outil RH. Donc, en fait, l'outil RH, il est utilisé par les RH et les collaborateurs. D'accord. Et donc, en fait, le monde, en plus que il y avait de plus en plus de personnes, la communication était plus compliquée, et ils avaient des visions différentes. Parce que le commercial, lui, ce qu'il veut, c'est vendre aux dirigeants, et l'équipe produit et développeurs, eux, ils veulent faire des produits qui correspondent aux utilisateurs. Sauf que cet utilisateur, c'est pas le même que celui qui signe le contrat. D'accord, ouais. Tu vois ? Et donc, en fait, tu commences à avoir deux mondes qui se comprennent plus. Parce que quand le commercial veut une fonctionnalité qui, en fait, ne va être utilisée que par 1% des utilisateurs, mais ce 1%, et bien, en fait, ça va lui permettre de signer plus de contrats. Et bien, ça crée des frictions côté produit. Parce que eux, en fait, ils s'en fichent un peu sur le moment de vendre
pour 1%. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir le produit le plus efficace. Ouais, qui touche la Et, plus de monde, ouais. voilà. Et donc, en fait, ça crée des frictions. Et là, clairement, ils étaient arrivés à un point où ça en venait vraiment à des incompréhensions. Donc, ils ont mis en place plein de sortes de vie ma vie, des jeux, en fait, pour essayer de comprendre un peu l'autre. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était rigolo de voir que plus une boîte grossit et plus tu es obligé de mettre investir dans des coachings pour vraiment fédérer les équipes. Ah En ouais. plus, ils sont en télétravail. Après, je sais pas, ça, je n'ai pas posé la question, mais le fait qu'ils soient peut-être en 100% télétravail, quand tu es 400 personnes en télétravail où tu te vois quasiment pas, Ouais, ça je aide pense pas, ouais. aussi, tu vois, le syndrome un peu genre machine à café où tu vas régler plein de choses qui vont être réglées en 5 minutes alors que à distance, c'est plus complexe. Je pense qu'on a tous un peu ce genre de réflexion. Et donc, ils mettent plein de choses en place. Et aussi, ils ont créé un nouveau poste. Alors moi, sur le moment, ça m'a fait... Happiness Manager. C'est ça? Non, c'est un autre truc. Alors, c'est un nouveau poste qui vient de sortir. Il nous dit que il galère à recruter parce qu'en fait, c'est un poste qui n'existe Ouais, qui est de niche, n'existait pas il y a un an. Ok. Donc, il y a de plus en plus de grosses startups qui l'utilisent, Yes. qui créent ce poste. Donc, c'est PMM. Donc, c'est Product Marketing Manager. Ok. Attends, je cherche. Donc, en fait, ouais. Vas-y. Ouais, donc après, tu vas forcément trouver des... Merci. Merci beaucoup, BS avec beaucoup de chiffres qui nous follow. Voilà. Merci à toi. C'est plus l'habitude de j'ai bugué moi. Et donc en fait, ils ont créé un nouveau poste en fait pour justement faire. En fait, clairement, c'est un traducteur. En fait, elle vend ça. Ce nouveau poste, c'est un traducteur. Donc il est intégré à l'équipe. Voilà. Merci, Tara, gros bisous. Je mets la petite. Ah, c'est quelqu'un que tu connais, Mintara? Oui, je crois que tu la connais aussi. Ah, ok. Crois. Là, je vois pas, mais ok. Et coucou à Toine aussi, pardon, je suis désolé, Toine, je t'ai vu passer. Ça va très bien, merci. Et toi, j'espère que tout roule de ton côté. Continue du coup, vas-y. Donc, PMM. Donc, en fait, ils ont créé ce nouveau poste qui est par contre intégré à l'équipe commerciale. Mais qui vraiment fait le pont qui fait la traduction entre les besoins de l'équipe commerciale et l'équipe produit. Alors, quand je parle d'équipe produit, je parle développeur et chef de projet. Hein. En fait, produit, c'est celui qui s'occupe du produit. Hein. Voilà, okay. Donc, et en fait, elle est intégrée à l'équipe marketing commerciale pour vraiment reprendre tous les besoins et du commercial, les confronter au product manager, qui donc lui est responsable du produit, de la qualité du produit. Et en fait, ils vont voir ensemble un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent prioriser et comment ils peuvent organiser. Et en fait, ensuite, ils font des réunions avec les commerciaux pour leur expliquer vraiment de manière approfondie le pourquoi, du comment. Enfin, tu vois, de ce que j'en ai compris, hein, c'est vraiment un travail de traduction, d'évangélisation vraiment quotidienne, parce que quand on a des produits, ils ont plus d'1,5 million d'utilisateurs, donc c'est un énorme produit, et donc il y a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de bugs, beaucoup d'évolutions à faire, et c'est vraiment un poste de traducteur, et j'ai trouvé ça incroyable d'avoir ce genre de couche pour pouvoir faire que les équipes s'entendent et se comprennent. Ils mettent ça, alors j'ai lu quelques en diagonale un peu, hein, mais ils disent donc à mi-chemin entre le produit et le business, le métier de PMM consiste à rechercher l'adéquation du produit avec le marché, autrement dit product market fit, voilà, le fameux terme. Attention, on parle toujours de produits liés au numérique. Après, ils mettent quoi comme objectif? Ils mettent étudier le marché, piloter, construire l'offre produit et le messaging, piloter le go-to-market, mesurer les résultats. Donc voilà, quelqu'un qui est vraiment entre, je sais pas si c'est la même définition que tu en as toi, mais quelqu'un qui est vraiment entre, mais c'est où? Entre la partie business et la partie produit, si j'ai bien compris. Oui, parce qu'en fait, le commercial, il a les retours terrain, donc c'est super intéressant, c'est vital ces retours terrain, parce que ça permet d'améliorer le produit. Et ils ont une technique dans cette société qui fait que donc ce PMM, en fait, ce qu'il dit, c'est à son client,
si j'avais une baguette magique, hein, donc je peux te faire apparaître n'importe quelle fonctionnalité de tes rêves. Ouais. Tu as 30 secondes pour me la dire. Et en fait, en 30 secondes, il faut que l'utilisateur donne sa fonctionnalité qui le ferait, qui lui sauverait sa vie. Et il trouvait que c'était hyper révélateur sur pour faire les choix de priorisation. Ouais. Parce que en fonction de ce qu'ils vont dire, ça va. En fait, il faut pas faire des choses, faut pas faire un produit parce qu'on s'est levé et puis qu'on a décidé que c'était sympa. Non, faut vraiment que ça serve l'utilisateur et que ça serve au business aussi. Et donc, c'est plein d'astuces comme ça qu'ils mettent en place pour essayer de faire comprendre et relativiser sur certaines frustrations qui peuvent aboutir pour closer. Parce qu'après, tu sais, t'as le truc classique. Oh, je te demande juste un bouton. Vas-y, tu le fais en 2 minutes et c'est réglé, quoi. Tu vois, et ils en venaient à ce genre de discussion de l'équipe commerciale qui dit bon, c'est bon, tu me mets un bouton ou tu m'enlèves cette page ou tu me crées cette page et c'est bon. Et en fait, parce qu'il n'y a pas la connaissance technique, tout. Et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, on disait que les product managers qui connaissent pas les limites du produit technique, bien sûr. Moi je trouve que c'est là où typiquement ça pose un problème. Comme le design d'ailleurs, hein. Je sais que souvent on en parlait, mais tu vois, le design et particulièrement le web design est un métier qui est hyper régi en fait par la technique, puisque à la fin des fins, en fait, ça va être intégré dans un site. Et si en gros tu fais un truc très beau, mais complètement irréaliste par rapport à ce qui est techniquement faisable, ton produit il sortira tout simplement pas. Donc voilà, étant dans un métier où la finalité c'est, la dernière personne qui touche finalement avant livraison, c'est les devs. Tu es obligé plus ou moins d'avoir cette connaissance-là, connaître les limites et essayer de comprendre en fait ton ou ta dev, quoi. Exactement. Et donc voilà, je voulais en partager parce que ça m'avait vraiment surprise et parce que je ne connaissais pas ce rôle, mais qui, dans des structures où tout le monde n'a pas le niveau de connaissance dans le web, je parle pas de savoir-faire, mais de la connaissance et la conscience de la complexité technique et du temps que les choses prennent. Ouais, ça peut être fondamental. J'ai trouvé ça intéressant. Ok. Écoute, c'est très cool. On rappelle rapidement, donc French Product, c'est ça le nom de... French Produit. Ouais, French Produit, voilà, qui est donc une conférence dédiée, un groupement de personnes dédiées sur la partie produit. Ils ont un Slack, voilà, je vous ai partagé le lien, il me semble, dans le chat, mais si jamais, n'hésitez pas à taper ça, ça ressort relativement bien sur Google. Merci beaucoup Margot, très cool comme témoignage. Je lis rapidement des réactions. Donc JP qui met grave intéressant, Olivier qui met quand on me demande mais juste un bouton, je dis non, je lui demande de m'expliquer ce qu'il veut faire et souvent le bouton demander est déjà un workaround au lieu de la meilleure solution. Donc plutôt une approche en fait et qui est je pense le mieux, c'est-à-dire que le bouton étant une finalité et pas forcément c'est pas forcément ce qui est attendu en fait, il va plutôt traiter Olivier ça de la façon inverse, c'est-à-dire dis-moi ton besoin et moi je te dis en fonction et ça c'est beaucoup plus concret parce que on a tendance à vite développer des choses qui en fait sont complètement inutiles à l'arrivée, dont on ne se sert pas. Donc oui, je peux mettre le lien de la conf, il n'y a pas de souci, je le remets. Alors attends, je tape French Product. Ouh là là. Ils ont un Slack, national et une rubrique et une section sud-ouest. Ouais. Et donc voilà, c'était. Après, je sais pas s'ils ont un YouTube ou pas. Alors, je repartage du coup. Frenchproduit.com. Donc, vous avez le lien ici du Slack. Et est-ce qu'ils ont un YouTube? Peut-être. Oui, ils ont un YouTube. Parce que je suppose qu'il doit y avoir des rediffusions de tout ce qui est. Ils l'ont filmé en tout cas. Ouais, peut-être. Donc je vous mets directement le lien du YouTube dans le chat, comme ça vous pourrez aller voir un petit peu tout ce qui se fait. Et je pense que dans le à propos du YouTube, vous devez avoir le site. De toute façon, vous tapez French Produit, franchement ça ressort directement. Donc voilà, je vous mets les deux liens. Hop, vous aurez tout. Super, écoute, merci beaucoup Margot, merci pour ce partage. Je te propose qu'on enchaîne rapidement parce que l'heure tourne. On enchaîne rapidement sur l'article suivant du coup du blog du modérateur. Alors là on va parler de design, on va parler de Figma. On va changer un petit peu au niveau de la thématique, un peu moins des réseaux sociaux. Et donc je vous propose du coup cet article avec plaisir, Irlanda, avec plaisir.
Je vous propose du coup cet article du blog du modérateur, Figma qui lance Creator Tools pour rémunérer les créateurs, comment ça marche. Alors on va parler là en fait de toute la partie communautaire, puisque sur Figma il est possible en fait de créer pas mal de ressources, des widgets, des plugins, des choses comme ça qu'on peut mettre à disposition. Donc rapidement, vous voyez quand, d'ailleurs j'ai la petite popine qui est apparue sur mon Figma. Tac tac tac. Donc d'ailleurs ils mettent quoi? Signe aux ressources, ça pourrait être bien de voir ça. Ouais, voilà. Donc en fait, quand vous êtes sur Figma, vous avez possibilité d'aller sur l'onglet communauté. Et vous avez effectivement tout un tas de ressources que vous pouvez avoir, que vous pouvez trier, filtrer en fonction de est-ce que c'est payant ou gratuit, est-ce que c'est un fichier, un plugin, un widget, est-ce que c'est du Figma ou du FigJam, etc., etc. Vous avez tout un tas de catégories. Et donc jusque-là, en fait, d'ailleurs, je crois que la notion de payer, elle est vraiment toute récente, puisque jusque-là, c'était essentiellement du gratuit. Et Figma avait annoncé en fait que il voyait en fait une espèce de pratique et de tendance qui commençait à être vraiment très présente, c'est qu'il y a des gens qui proposaient des ressources payantes, sauf qui passaient par des sites tiers. Souvent, il y a Gumroad par exemple, qui est un site assez connu, sur lequel vous pouviez acheter en fait des ressources Figma. Et donc, forcément, c'est un manque à gagner pour eux. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est on va pas être trop bête, on va essayer d'intégrer directement la partie payante, en fait, la possibilité de mettre à disposition des ressources payantes directement sur Figma. Ce qui fait que maintenant, vous pouvez effectivement filtrer est-ce que c'est payant, est-ce que c'est gratuit. Et donc, par exemple, un exemple de payant, ici, hop, je clique dessus, 5$ et je peux directement l'acheter. Ça, c'est quelque chose qui est apparu tout récemment. Je sais qu'on en avait parlé sur une matinale. Et donc, c'est un peu de ça dont il s'agit dans cet article et c'est ce qui détaille un petit peu dont on va parler. Alors, Creator Tools, je lis rapidement l'article. Figma dévoile des Creator Tools. Figma fait le plein de nouveautés sur sa plateforme de design collaborative. Si vous êtes créateur de contenu, bonne nouvelle, vous allez pouvoir vendre et acheter des fichiers, plugins ou widgets directement au sein de la communauté Figma, mais aussi accéder à de nouveaux outils pour suivre vos gains, soldes et transactions. Dans son communiqué, Figma explique ce qui change concrètement. Il était déjà possible pour les créateurs de vendre leur contenu sur Figma, seulement l'achat se concrétisait jusque-là sur des sites tiers, ce qui crée de la confusion. Et aussi, j'imagine, ça c'est ma note personnelle, mais je pense que ça crée aussi un manque à gagner pour Figma. De plus, les créations gratuites et payantes n'étaient pas clairement distinguées entre elles. Désormais, un étiquetage plus clair, donc on l'a vu quand je vous l'ai montré, un étiquetage plus clair permettra d'identifier rapidement les ressources gratuites ou payantes. En parallèle, Figma lance aussi son programme de subvention. Ça me fait tout à fait penser, je crois que c'est YouTube qui a pareil, qui a une espèce de fonds comme ça, de subvention. Donc ça s'appelle le Figma Creator Fund. Le but, inciter les créateurs à continuer de générer des ressources gratuites telles que des widgets, des plugins et autres fichiers. Plus largement, Figma souhaite continuer à rendre le design accessible à tous. Mais alors, comment recevoir ces subventions? Et Figma répond donc, citation, « Concrètement, les créateurs peuvent faire une demande de subvention pour leur contribution en accès libre directement sur la plateforme et chaque mois, Figma accordera des subventions aux 3 à 5 meilleures ressources. » Fin de citation. Donc, en gros, c'est plutôt intelligent. Il donne la possibilité de créer des assets payants directement dans leur plateforme. J'imagine qu'il faudrait regarder, mais c'est pas impossible qu'ils se servent au passage, il faudrait regarder ça. Mais en tout cas, on peut le faire directement, c'est intégré. Et ensuite, pour les gens qui souhaiteraient quand même faire du gratuit, il y a une espèce de fonds, on va dire, à destination des gens qui font, qui contribuent en fait, qui contribuent à donner des ressources et à rendre les choses accessibles pour tous, ce qui est plutôt une bonne chose pour continuer à inciter à créer du contenu. Je lis rapidement vos réactions. Olivier qui met: j'ai découvert un Figma open source et compatible Figma. Je l'utilise pas, alors je sais pas. Bon, et si tu peux nous le partager à l'occasion, ce sera avec plaisir. Je vous laisse, bonne journée. Écoute, merci beaucoup. Mercredi, je serai pas là, je suis en déplacement en Allemagne, en plein meeting à 7h. Écoute, c'est pas grave, de toute façon, ça sera en replay, tu pourras quand même y avoir accès, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, Olivier, bonne journée à toi. Alors, Margot, du coup, Figma, bonne ou mauvaise chose? Moi, je pense que là, c'est plutôt positif dans l'ensemble, tout ce qu'ils ont mis en place. Ils suivent un peu la mouvance, ouais, c'est ce que je disais, je crois que c'est YouTube, il me semble, qui a fait... Il y a un des réseaux sociaux, je crois que c'est YouTube, qui a fait cette espèce de principe
de fonds en fait pour aller rémunérer les créateurs. Mais tu vois, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt pas mal, même ce système de payer directement, ça permet de rester intégré dans l'application. Je sais pas par contre s'il y a une notion de vérification, vérifier est-ce que, mettons, tel plugin par exemple n'a pas du code malicieux, ce genre de choses. Ça serait plutôt intéressant quand même. Donc voilà, plutôt une bonne chose. Oui, carrément. C'est Notion aussi commence à faire ça, des templates gratuits ou payants, Ouais. directement sur sa plateforme. Avant, des créateurs vendaient leur template, mais à l'extérieur du site Notion, et maintenant ils le font. Non, et moi je trouve ça top parce que ça fait gagner un temps fou. Ça fait gagner un temps fou, et puis de toute façon, les créateurs, ils travaillent, et si travail mérite salaire, enfin je veux dire, Ouais, bien sûr. c'est normal et c'est sain, je trouve, au contraire. Ouais, puis ça peut inciter aussi vachement, je pense, les gens à créer, parce que mine de rien, moi j'ai testé de développer des plugins Figma. Honnêtement, c'est super. Vraiment, si vous avez quelques compétences, c'est pas si compliqué, hein, c'est un peu d'HTML, CSS et un peu de JavaScript, c'est vraiment très très basique. Mais testez, honnêtement, vous allez voir, il y a une playlist YouTube de Figma qui détaille, qui est un peu un cours en ligne, on va dire, de comment développer ses propres plugins. Et franchement, forcément, si jamais tu es rémunéré pour ton temps, ça va te motiver encore un petit peu plus. Et donc, ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de ressources et donc de besoins qui vont être couverts grâce à ça. Donc, ouais, c'est plutôt une bonne chose, je pense. Oui, parce que c'est des outils qui sont tellement open world. Enfin, je veux dire, tu pars d'une feuille blanche et puis débrouille-toi, tu fais ce que tu veux. Ouais. Et c'est cool que l'outil le permette. Ouais. Mais par contre, de gagner du temps, ça c'est typiquement, enfin, je fais un peu le parallèle avec Notion parce que c'est ce que je connais plus. Et c'est vrai que faire tout à la main, moi des fois j'aime bien je prends un template et en fait je le copie, tu vois, je le fais à moi à la main parce que j'aime bien ça et parce que ça me prend pas non plus du temps. Mais avoir quelqu'un qui l'a fait pour toi, qui répond à tout le besoin, des fois, pour moi, le temps, c'est aussi important que l'argent, quoi. Ah ouais, bien sûr. Bon, payer 30 $, enfin, c'est pas non plus, tu vois, un truc inaccessible en termes de prix. Donc, vu le temps que ça va me prendre, si je devais calculer mon temps, ça serait pas 30 $ ou 30 €. Ouais, c'est vite amorti. Le temps que je le ferai, donc l'un dans l'autre, c'est worth it. Sachant que tu as aussi toute la maintenance derrière, hein, parce qu'il y a ça aussi, des fois, les plugins qui vont aller sur d'autres API ou autres, peut-être qu'il faut les faire évoluer, donc nécessairement, ça peut être aussi du temps supplémentaire. Voilà, écoutez, moi je trouve ça plutôt une bonne chose. L'article est intéressant, donc voilà, je voulais vous le partager. Ce que je vous propose, parce que je vois que là il est 38, bon, on a commencé un petit peu en retard, donc ça va. Rapidement, je vais vous partager deux choses que voilà, dont une ressource que je voulais vous donner. Alors d'abord, c'était celle-ci. Il s'agit du coup d'un site que je vais vous mettre dans le chat, qui est une espèce de checklist en fait en matière d'accessibilité. J'ai trouvé ça super bien fichu. Donc ça s'appelle alors je sais pas si on dit A11, enfin en gros c'est accessibility, donc A11yproject.com. Je vais vous mettre ça de toute façon dans le chat, il n'y a pas de souci. Et ça vous permet du coup, quand vous créez des sites internet, en fait d'aller regarder sur chaque type, on va dire, type de comment je pourrais dire ça, toutes les typologies de blocs que vous pouvez avoir, donc des images, des contrôles, des tableaux, des formulaires, des médias, etc. Et ensuite vous cliquez et vous avez une espèce de checklist de tout ce qu'il ne faut pas oublier en matière d'accessibilité, toutes les bonnes pratiques en fait d'accessibilité. Et ça peut être une bonne chose en fait d'intégrer toutes ces notions là, notamment si vous avez par exemple des checklists avant de passer en production vos sites, tout ce genre de choses, tout ce que vous allez essayer je dirais de ne pas oublier. Souvent avant de passer en prod, on a toute une checklist de choses à vérifier. Là je pense que vous pouvez intégrer effectivement ça. Il y a pas mal de contenu, voilà, c'est assez complet, la documentation est plutôt bien faite. Donc voilà, c'est une petite ressource que j'ai retrouvée dans ma besace et que je voulais vous partager. Autre chose
autre chose en plus de cette ressource, un article du siècle digital qui indique, alors là on va pas rentrer trop dans le détail, mais un article du siècle digital qui indique que YouTube va supprimer les bannières publicitaires. Alors, on va pas forcément rentrer trop dans le détail vu l'heure, mais sachez que on parle bien des bannières publicitaires et non pas des pré-rolls, des vidéos, etc. Je vous avoue, sur le coup, j'étais en mode wouh, c'est trop cool. Et puis en fait, non, c'est vraiment les bannières. Donc, on a un petit schéma qui est présent juste ici, qui est vraiment la bande du bas. Et donc, grosso modo, ce qu'indique l'article, c'est que ça va pas trop impacter finalement la rémunération des créateurs de contenu. C'est quelque chose qui apparemment était assez anecdotique en fait et peu générateur de flux. Enfin, c'est ce qui semble un petit peu indiquer. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui va beaucoup impacter. C'est ce qu'ils ont l'air d'indiquer. Mais sachez en tout cas que YouTube va supprimer les bannières publicitaires qui apparaîtront donc en bas de vidéo. Et par contre, ce qu'ils indiquent dans l'article, c'est qu'ils vont très probablement rajouter de nouveaux types pour compenser un petit peu tout ça, ils vont essayer de créer d'autres types de publicités. Donc bon voilà.